Le trucage de match est l'une des principales menaces qui planent sur le football à l'heure d'aujourd'hui. Celui-ci gâche le rêve de milliers de supporters à travers le monde et empêche parfois le football de nous offrir ce qu'il a de plus beau, son caractère imprévisible. Malheureusement, ce problème prend de l'ampleur. En 2021, 694 matchs de football ont été suspectés d'avoir été truqués selon Sportradar, un nombre en constante hausse. L'UEFA a elle-même reconnu son incapacité à faire face seule au problème des matchs arrangés. Mais malgré tout cela, c'est un thème qui reste très peu abordé dans les médias. Il est donc urgent de découvrir les personnes et les mécanismes qui se cachent derrière ces matchs arrangés ainsi que les moyens d'y faire face pour protéger le football. Commençons tout de suite et découvrons ensemble le profil des truqueurs ainsi que le mode d'emploi qu'ils utilisent pour arriver à leur fin. Bonjour à tous, je suis vraiment heureux de vous retrouver dans ce premier épisode de la série Les Dessous du trucage. Alors comme vous l'avez compris, dans ce premier épisode on va parler des escrocs qui manipulent le football et de comment ils s'y prennent. Alors pour cela, on va commencer par s'intéresser à la mafia. Alors c'est vrai que quand on pense à la mafia, on pense souvent au trafic de drogue, au détournement d'argent, au blanchiment d'argent, et on pense moins qu'elle est derrière des milliers de matchs truqués à travers le monde. Mais quel intérêt a-t-elle à truquer le football ? En fait, c'est tout simple. En fixant le résultat à l'avance du match, les organisations criminelles peuvent parier ensuite sur le résultat qu'elles ont fixé. Et quand tout se passe comme prévu, ça peut vraiment rapporter beaucoup d'argent. Et les mafias ne sont pas les seuls à truquer le football, et c'est parfois des hommes en costume-cravate qui le font. Je parle des dirigeants de clubs. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être de Bernard Tapie, qui était président de l'OM et qui a passé environ 6 mois derrière les barreaux du fait de son implication dans le trucage du match Valenciennes-OM de 93. Et cette fois-ci, fixer le résultat à l'avance se fait plutôt pour protéger les joueurs, pour épargner les joueurs d'éventuelles blessures par exemple, ou tout simplement pour trouver la certitude dans le monde incertain du football. Enfin, l'initiative de truquer un match peut venir des joueurs eux-mêmes, en s'arrangeant pour perdre le match et en faisant aussi leur pari avant le match. De ce fait, ils vont retirer beaucoup de bénéfices. Mais ce cas de figure devient plutôt rare puisque la FIFA interdit aux sportifs de parier. Découvrons maintenant le mode d'emploi que tout bon truqueur doit s'efforcer de suivre. Alors, il faut préciser qu'un membre d'une organisation criminelle peut rentrer soit en contact avec un arbitre, soit avec les joueurs. Et dans le cas d'un dirigeant qui veut truquer le match de son équipe, lui, il a des possibilités différentes. Il peut alors prendre contact avec l'arbitre du match, les joueurs ou alors les dirigeants adverses. Mais souvent, la plus grosse difficulté que rencontre un truqueur est de rentrer en contact avec les joueurs de l'équipe. Et pour cela, il existe deux possibilités. Soit il rencontre les joueurs en direct, soit il le fait par le biais d'un coursier. Alors les coursiers, ce sont d'anciens footballeurs, amis de l'équipe, et qui vont alors assurer la liaison entre les truqueurs et les footballeurs, puisque de par leur belle réputation, ils peuvent avoir accès aux joueurs de l'équipe facilement, et ce sont en fait finalement des entremetteurs parfaits. La deuxième option, par contact direct, doit être la plupart du temps choisie lorsque le truqueur a déjà une place officielle dans l'équipe. Ensuite, le coursier choisi ou le truqueur doit trouver un maître d'œuvre dans l'équipe. Alors, un maître d'œuvre, c'est un joueur souvent star de celle-ci qui va assurer et mener à bien le trucage. Ensuite, ce maître d'œuvre doit trouver 3 à 5 joueurs dans l'équipe, idéalement 5 à 7, avec au minimum un défenseur, un gardien et un attaquant pour mener à bien le trucage. Quand tout est prêt et que le réseau de joueurs corrompus a été créé, il ne reste au truqueur qu'à s'asseoir et à regarder le match tranquillement. C'est maintenant aux joueurs de rentrer en scène, et eux aussi ont un mode d'emploi à suivre et à respecter. Pour réussir cela, il faut être un grand acteur, et agir comme si truquer un match était la dernière chose à laquelle on penserait, en insultant la terre entière, en se jetant par terre, et en pleurant. Maintenant que l'on sait comment tromper les spectateurs, il faut réussir à livrer le bon score, et à chaque poste, ses conseils pour influencer le score. Pour un gardien, il faut quitter la surface le plus rapidement possible, et laisser tomber, rebondir le ballon alors qu'il aurait pu être capté. Ça facilite beaucoup la tâche des attaquants adverses. Pour les défenseurs, il y a pas mal de possibilités, mais deux d'entre elles sont particulièrement intéressantes. D'abord, la passe suicide qui consiste à faire une passe pour le gardien en la plaçant trop loin de celui-ci, mais assez près de l'attaquant adverse pour qu'il la récupère et file seul au but. La seconde technique est expliquée par un joueur singapourien qui a participé à truquer beaucoup de matchs.
Faire semblant de chercher un hors-jeu, c'est sûrement ça la meilleure. Tu remontes le terrain et tu fais croire que tu cherches l'hors-jeu et l'attaquant de l'équipe adverse qui lui ne l'est pas a le champ libre. C'est vrai qu'il fallait y penser quand même. Les milieux de terrain ont une importance un peu moins forte que celle des défenseurs ou du gardien, mais ils ont un grand rôle à jouer, c'est de surveiller le bon déroulement de l'arnaque. Et pour cela, ils peuvent tout de même avoir une influence sur le jeu en gardant le ballon le plus longtemps possible, ou encore en faisant une passe incertaine pour permettre à l'autre équipe de le récupérer. Mais ça ne sert à rien de recruter le défenseur ou le gardien d'une équipe si l'attaquant de cette même équipe n'arrête pas de marquer. C'est pour cela que les attaquants corrompus gardent le ballon ou dribblent droit sur l'adversaire pour gagner du temps et aussi pour tout simplement donner l'avantage à l'adversaire. Les joueurs ont fini le match et ont livré le bon score. Il reste maintenant une dernière étape délicate mais primordiale, c'est le paiement. En général, les truqueurs payent 2 fois. Une fois avant le match pour confirmer aux joueurs que l'arrangement est scellé, et une seconde fois après le match lorsque les joueurs ont livré le bon score. Mais ces sommes d'argent doivent être très faciles à nier ou à dissimuler pour éviter d'avoir des problèmes avec la justice, bien sûr. Vous connaissez maintenant mieux le mode d'emploi qu'utilisent les joueurs corrompus et les truqueurs pour mener leur manipulation à bien. Mais heureusement pour le football et pour le sport en général, de nombreuses institutions luttent contre ces criminels. Parmi elles, l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux, livre une lutte sans merci pour garantir l'intégrité du sport. Pour découvrir son action et ses méthodes, nous avons demandé à Corentin Ségalen, qui travaille au sein de l'ANJ, de nous les faire découvrir. Et sans plus attendre, découvrons-en un peu plus sur lui. Bonjour, je m'appelle Corentin Ségalen, je travaille à l'Autorité nationale des jeux, je coordonne la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et à ce titre, en fait, je suis responsable de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et je suis aussi président du groupe de Copenhague, le réseau international des plateformes nationales qui regroupe aujourd'hui 34 pays et qui luttent ensemble contre ce phénomène. Corentin Ségalen nous accompagnera lors des 6 épisodes composant la série et nous apportera son expertise. Mais revenons maintenant à l'ANJ et découvrons ce qu'elle est, ainsi que son rôle et ses actions en matière de lutte contre les manipulations sportives. Alors, l'autorité nationale des jeux, donc c'est une autorité de régulation des jeux d'argent, et en matière de sport et de paris sportifs, en fait, on a un système très important, très large de régulation. D'abord, on fait ce qu'on appelle la liste sport. En France, vous pouvez pas parier sur tout et n'importe quoi. Vous pouvez pas parier sur une compétition, par exemple, nationale. Vous pouvez pas parier sur qui va recevoir un carton jaune pendant un match, parce qu'on estime que, en fait, plus vous allez bas dans les compétitions, plus c'est facile, en fait, de truquer un match, parce que c'est plus facile d'acheter un joueur de tennis d'un tournoi Challenger plutôt que d'acheter Rafael Nadal. Je pense que c'est pas les mêmes sommes qui sont en jeu. Et par exemple, avoir un carton jaune, c'est quelque chose qui est aussi très facile. Donc voilà, c'est la première mission de l'Autorité nationale des jeux en termes de limite, c'est la limitation de l'offre pour pas proposer des paris sur tout et n'importe quoi. Ensuite, la deuxième, ce qu'on fait aussi, c'est que on a en France des contrats de droit au pari. Quand vous voulez êtes opérateur de paris sportifs et que vous voulez proposer des paris sportifs en France, sur une compétition qui est organisée en France, en fait, vous devez vous rapprocher de l'organisateur et lui dire que vous allez proposer des paris. Quels sont ces paris? Vous devez discuter avec lui de comment est-ce que vous allez prévenir la manipulation des paris sportifs avec eux. Et en fait, il y aura 1% des mises qui vont être reversées à l'organisateur de la compétition. Par exemple, pour l'Euro 2016, quand l'UEFA a organisé l'Euro 2016 en France, il y a 300 millions d'euros qui ont été pariés sur cette compétition, et il y a donc 3 millions d'euros qui ont été reversés à l'UEFA pour les aider à lutter contre la manipulation des compétitions sportives. Après, là, en France, on a aussi la possibilité de faire la présidente de l'ANJ peut prendre la décision d'interdire tous les paris sur un match ou sur une compétition. On le fait, en fait, on publie cette décision sur le site de l'ANJ. Et généralement, tous les opérateurs ont dans leurs conditions générales de vente cette possibilité. Dans ce cas-là, ce qui est prévu, c'est qu'ils remboursent tous les paris. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que d'une part, pour protéger
les parieurs français de bonne foi pour pas qu'ils se fassent en fait duper par les gens qui truquent des matchs. Et d'autre part pour faire en sorte que les manipulateurs ne gagnent pas d'argent avec ça. Et là, ça aujourd'hui, on est en train d'essayer de le généraliser dans d'autres pays, parce qu'on pense que c'est un très bon moyen pour prévenir la manipulation et pour faire en sorte qu'ils ne gagnent pas d'argent sur nos marchés. Enfin, on est bien sûr très impliqué dans la plateforme nationale de lutte contre la manipulation. C'est maintenant la loi, on vient d'avoir une loi qui est passée le 2 mars 2022, qui reconnaît l'existence de cette plateforme nationale et qui reconnaît le rôle de l'ANJ au sein de cette plateforme pour recevoir toutes les informations et ensuite les analyser, les expertiser et ensuite pouvoir les passer à toutes les personnes qui luttent contre la manipulation. Donc voilà, la France dispose aujourd'hui d'un des systèmes les plus complets de régulation en termes de lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Je pense que vous comprenez maintenant mieux l'action de l'ANJ et son importance en termes de manipulation contre les escrocs qui essaient de manipuler notre beau sport. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dimanche pour le second épisode de la série Les Dessous du Trucage qui abordera les matchs à risque, mais je ne vous en dis pour l'instant pas plus. Avant de vous quitter, je vous invite à aller consulter le site signalsport.fr qui est un site qui est très utile si vous avez été approché par un truqueur et que vous voulez le signaler anonymement ou si vous avez d'éventuelles informations sur un match truqué. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la autour de vous et aimez-la, ça nous aidera beaucoup pour la suite. En attendant, je vous dis à dimanche et prenez soin de vous. Ciao.